Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette masterclass consacrée à la roue d'Amarque. Alors avant tout, je vais me présenter. Je suis Philippe Rodin, je suis conseiller en propriété industrielle. J'accompagne les opérateurs économiques dans la protection et la valorisation de leurs droits de propriété intellectuelle. J'aime partager, je donne des cours à l'université depuis 2006 et je suis coach professionnel certifié depuis 2019. Alors, je vais vous livrer directement mon approche. Mon approche, c'est l'implication crée l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous vous impliquez dans la protection et la valorisation de vos droits, plus les résultats en sont décuplés. L'idée, c'est de sortir d'un mode de gestion passif pour adopter une approche agile, proactive. En clair, c'est cette approche que nous mettons en œuvre et notamment avec l'outil de la roue d'Amarque. Il est facile de répondre à une bonne question. Il est plus difficile de se poser les bonnes questions au bon moment et dans le bon ordre. Je suis convaincu que la gestion des droits de propriété intellectuelle ne doit pas être une simple délégation à des experts, dont je fais partie, mais demande au contraire une implication, un engagement des titulaires de droit eux-mêmes. Après tout, sans que ce soit un slogan publicitaire, ça pourrait nous faire penser à ça, qui connaît mieux votre marque que vous? Qui connaît mieux la vision de votre marque que vous? Qui connaît mieux ce qu'elle représente? Qui connaît mieux son avenir? Vous êtes l'expert et nous sommes là pour vous accompagner. C'est cette approche que je défends. Une approche où la propriété intellectuelle, qui est un levier de croissance, on le sait tous, est décuplée par l'engagement des titulaires de droit eux-mêmes. C'est dans cette logique que s'inscrit, comme je vous le disais, la roue d'Amarque. La roue d'Amarque, c'est un outil qui est conçu pour engager pleinement les titulaires dans une gestion dynamique, dans une gestion active, proactive de leur marque en s'appuyant sur leurs propres ressources et non pas sur les ressources des conseils. Alors, avant toute chose, parce que nous allons avoir pas mal de questions, vous avez un cheminement et comme je vous avais invité à imprimer la roue, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire tout de suite, votre roue, à également avoir un bloc-notes et un stylo pour prendre des notes et pour surtout écrire les réponses. Puisque lorsqu'on écrit, on formalise notre pensée et puis on peut en plus parcourir après ces réponses et avoir de nouvelles idées. Alors, la question, si vous m'y autorisez, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'attendez-vous, vous, de cet atelier? Pourquoi nous sommes là et pourquoi surtout vous êtes là pendant ces 60 minutes? En quoi cet atelier est important pour vous? Je vous invite à y réfléchir et à écrire sur votre bloc-notes les réponses, ce qui vous vient à l'esprit. Alors souvent, quand on est dans du coaching professionnel, on a une question qu'on aime bien vous poser en commençant la séance. Et je vous la pose. Avec quoi vous serait-il utile de repartir à l'issue de cet atelier? Avec quoi vous serait-il utile de repartir à l'issue de cet atelier? Alors, certes, ces questions peuvent apparaître simples, mais c'est souvent les questions qui sont les plus simples, qui sont les plus impactantes, les plus percutantes. Qu'en pensez-vous? Alors, vous allez peut-être me poser cette question, et j'aurai le plaisir d'y répondre, mais pourquoi la roue d'Amarque? Qu'est-ce qui nous a amené
moi et mon équipe, à créer ce type d'abord d'accompagnement. On en discutera, et avec notamment à la fin de la séance. Et quelle est l'utilité de ce type d'outil? Alors, la réponse, elle est assez simple. La première chose, c'est qu'on a tous 24 heures. On est tous dans l'urgence, notamment des autres. On est tous dans la précipitation du quotidien, des multitâches. Et qu'est-ce que ça engendre, cela? Ça engendre qu'on a du mal à prendre du recul. On a du mal à voir une situation dans sa globalité. La roue d'Amarque, on est parti de ce constat. En se disant, il est vrai que, généralement, l'attention qu'on porte sur une marque, au moment de son lancement, elle est maximale. On pense au logo, on pense au produit, on pense à l'histoire que nous allons mettre en œuvre pour lancer cette marque. Donc, nous avons, ce qu'on parle de focus attentionnel, un focus maximal. Mais puis, une fois lancé, et humainement, je dirais, l'attention diminue. On part sur d'autres projets. Et cette marque, on l'oublie de plus en plus. À tel point, quelquefois, et on va le voir dans la pratique, et on le verra notamment sur cet aspect qui est un aspect essentiel, à tel point que cette marque peut devenir la belle oubliée lors de son renouvellement. Donc, la roue de la marque, c'est un outil qui va vous permettre de faire le point sur votre marque à un instant T. On va prendre du recul. Ça va vous permettre également de savoir où vous en êtes. Donc ça, c'est l'autodiagnostic. Et c'est un autodiagnostic que vous avez à réaliser vous-même, et non pas le conseil externe. Et ça va vous permettre de vous fixer des objectifs, de hiérarchiser des actions et d'établir par vous-même un plan d'action. Voilà, la roue d'Amarque, c'est un outil qui vous permet, en un clin d'œil, d'évaluer, de déterminer les axes d'amélioration et d'établir et mettre en œuvre un plan d'action. Alors, on l'a dénommé la roue d'Amarque, donc on va envisager ça comme une roue. Une roue de vélo. Je me suis dit, tiens, une roue de vélo, c'est intéressant parce que on a des segments, des rayons. Ces rayons, on va pouvoir les définir comme les rayons vitaux, les aspects essentiels de votre marque. Chaque rayon va correspondre à un aspect important de votre marque. Alors, toujours à l'image d'une roue, si l'un des rayons est plus court, si l'un, ou plusieurs d'ailleurs, est ou sont plus courts que les autres, qu'est-ce qui se passe? Cela peut déséquilibrer la situation juridique de votre marque, c'est-à-dire la roue, et avoir en plus un effet domino. Et oui, votre roue, elle peut être fragilisée, mais à tel point qu'elle peut se casser. La roue, elle ne parvient pas plus à tourner correctement. C'est ainsi que des dysfonctionnements peuvent apparaître, et apparaissent mécaniquement, et nuisent à la performance juridique de votre marque, quand ce n'est pas, je dirais, à l'existence même de votre marque. On parlait de renouvellement notamment. Alors, qu'est-ce que nous allons voir ensemble pendant ces 60 minutes? Alors, au menu, nous avons l'explication des segments. On a pris les principaux segments, les principales caractéristiques de la marque, et on va vous expliquer, je vais vous expliquer les segments, la définition, on va faire simple. On n'est pas là pour faire un cours académique, on n'est pas là pour donner un cours de droit, on est là pour prendre conscience des éléments essentiels de la marque, que vous puissiez vous auto-évaluer vous-même et qu'on puisse après, que vous puissiez analyser votre roue, déterminer des axes d'amélioration, on l'a vu, et établir un plan d'action. On fera après le bilan, vous ferez, mais nous pourrons aussi en discuter, le bilan de vos actions, et puis, ce qu'on aime bien dans le coaching, les feedbacks, les retours. Qu'est-ce que vous pensez de cet outil? Quelles sont les choses que vous avez pu prendre, les choses dont vous avez pu prendre connaissance, et surtout quelles sont les actions que vous allez mettre en œuvre. Donc, je vous propose, voici cette fameuse roue que vous avez toutes et tous sur le bureau.
et qui est votre situation, votre outil d'auto-évaluation aujourd'hui par rapport à votre marque. La marque, donc, essentielle, mais vous pourrez après utiliser cette roue pour, évidemment, toutes les autres marques. Mais il est plus simple de commencer par une seule marque que commencer par de nombreuses marques. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons 4 grandes catégories. On a fait simple, mais de façon efficace. Premièrement, on va parler d'acquisition des droits. Bah oui, il faut d'abord avoir des droits. Puis, quand on a des droits, c'est l'exploitation, comment on les exploite. On est dans un monopole d'exploitation. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les catégories importantes dans l'exploitation? Qui dit exploitation et droit, bah, dit peut-être convoitise concurrentielle. Bah, on va avoir la défense de nos droits. Et puis, qui droit? Encore faut-il les conserver, les maintenir, les garder et surtout ne pas les perdre. Et nous verrons dans la dernière partie la perte des droits. Alors, commençons par l'acquisition des droits. Dans cette acquisition, comme vous le constatez, on aura 4 catégories. La catégorie juridique, l'acquisition, on parle du paramètre juridique, du paramètre commercial, du paramètre territorial, et on n'oublie pas un paramètre aujourd'hui prédominant, quelles que soient les activités économiques, le paramètre digital. Alors, qu'est-ce qu'on entend par protection juridique? La protection juridique, c'est simple. C'est que pour être protégé, la marque, il faut la déposer. Voilà. Pour être protégé, la marque, il faut la déposer. Le principe, c'est que la propriété s'acquiert par l'enregistrement. Alors, je sais qu'aujourd'hui, je m'en réjouis, vous êtes plutôt de plusieurs pays. Donc, les territoires, quelquefois, ou les zones géographiques, parce que nous avons donc la Belgique, nous avons la Suisse, nous avons l'Espagne, nous avons la Turquie, je salue également le Gabon, nous avons le Maroc, l'Italie, évidemment, et aussi, bien sûr, nos compatriotes français. Donc, quelquefois, nous pouvons avoir des principes qu'on pourrait pondérer. Mais le principe universel, c'est que pour être protégé, il faut avoir des droits. Et généralement, il faut quand même enregistrer sa marque. Donc, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est avez-vous enregistré votre marque? Alors, vous allez me dire, c'est évident, si je suis là, bien sûr, je l'ai enregistré. Alors, je précise ma question. Avez-vous protégé tous les éléments de votre marque? C'est-à-dire le nom qui vient nommer votre produit, désigner votre produit ou votre service, le logo, on parle de visuel, qui vient donner un caractère visuel à votre marque, et peut-être une baseline, un slogan, c'est-à-dire une expression qu'on va accoler à votre marque qui va lui donner une connotation un peu sémantique. Avez-vous protégé tous ces éléments? Je vous laisse quelques instants pour noter votre réponse et noter votre réponse sur la roue d'un marque. Nous avons une échelle de 1 à 10. 1, on n'a pas de 0, mais 1, c'est que je n'ai rien fait. 10, j'ai tout protégé, tous les éléments sont protégés. Alors après, la protection juridique. Donc j'ai déposé ma marque. Bien. J'ai déposé tous les éléments. C'est très bien. Maintenant, on a la protection commerciale. Alors, j'ai pris évidemment des termes génériques. Ce ne sont pas des termes encore juridiques, la protection commerciale au sens large. Qu'est-ce que c'est? C'est que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété. L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété. Et là, je souligne pour les produits et ou services visés à l'enregistrement. Pour les produits ou services visés à l'enregistrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout produit ou service qui n'est pas énuméré dans l'acte d'enregistrement n'est pas protégé. Tout produit ou service qui n'est pas énuméré dans l'acte d'enregistrement n'est pas protégé. D'où ma question. Est-ce que les produits et services qui sont visés dans l'acte d'enregistrement ou des enregistrements, si vous avez plusieurs marques, comme on parlait sur le logo, la baseline et le nom, est-ce que ces produits et services correspondent en tout point à mon activité commerciale sous cette marque? Oui, totalement, je suis à 10. Moyennement, je descends. Pas du tout, je suis au premier niveau. Je vous laisse y répondre.
Prenez votre temps. Nous avons 60 minutes, donc nous avons tout notre temps. Donc regardez les produits et services de votre marque. Est-ce qu'ils correspondent en tout point à l'exploitation de votre marque aujourd'hui? Alors après, nous avons vu, 1, est-ce que j'ai déposé la marque? 2, est-ce qu'elle couvre l'ensemble de mon activité? 3, et là, le caractère territorial est très important, c'est la protection territoriale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la marque, elle est protégée sur un territoire pour autant qu'elle ait été enregistrée sur ce territoire auprès de l'office concerné. Donc, la question d'évidence, est-ce que votre marque est enregistrée dans tous les territoires où elle est exploitée? Oui, mais je vous laisse vous auto-évaluer, mais oui, parfaitement en France, et ma marque est française et j'ai pas d'autre exploitation. Ok, je suis à 10. J'ai plusieurs pays, certes peut-être pas aussi importants que la France ou que d'autres territoires d'ailleurs, mais ma marque est exploitée dans d'autres territoires. Est-ce que je suis protégé? Je vous laisse y répondre et vous auto-évaluer par rapport à votre roue. Alors, lorsqu'on parle de territoire, bah, aujourd'hui, il y en a un qui n'est plus un territoire, qui est sans frontières, mais qui est prégnant. Et ce, quels que soient les secteurs de l'activité économique. Eh ben, on parlera du digital, évidemment. La protection digitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aujourd'hui que la présence et l'identification de votre marque, de votre activité sur Internet est essentielle. Cette présence, nous avons des facteurs de visibilité, de présence qui sont les noms de domaine d'un côté, les noms de domaine qui permettent évidemment de renvoyer le nom de votre marque qui est enregistré à titre de nom de domaine vers le site sur lequel sont proposés vos produits ou prestations. Et nous avons aussi une puissance qu'aujourd'hui on ne peut mettre de côté, quel que soit le secteur d'activité. Et on le voit notamment dans dans cette masterclass, ce webinaire, ce sont les réseaux sociaux. Avez-vous entrepris les démarches nécessaires pour être identifié et présent sur Internet et les réseaux sociaux par rapport à votre marque? Vous vous situez où au niveau de 1 à 10 à cet effet? Je vous laisse y répondre et quelques secondes pour y répondre. Alors, un petit conseil par rapport à vos réponses, soyez spontanés. On est réfléchi. Bon, là, je regarde ça. Oui, je suis pas très bien. Je suis moyen. Oui, c'est très très bon. Voilà, la réflexion, elle est presque spontanée. On n'est pas dans des excuses. On est simplement dans un ressenti par rapport à ces quatre comment dire items sur la protection juridique, commerciale, territoriale et digitale. On a fait le point. Alors, puisqu'on a fait le point sur l'acquisition des droits, on va passer à l'autre segment, l'autre ensemble, avec ces trois segments, ce sont l'exploitation des droits. La marque, c'est un monopole d'exploitation. Donc alors, comment on exploite la marque et quelles sont l'évaluation que nous pouvons opérer dans le cadre de l'exploitation des droits? Alors la première, on l'a regroupée sur le nom de l'exploitation graphique. Je m'explique. La marque doit être exploitée sous la forme telle que déposée. Voilà, c'est le principe. Alors, il y a des pondérations, on dit oui, mais si la forme évolue et si elle ne perd pas son ADN, on parle de l'altération du caractère distinctif. Bon, concrètement, si on arrive à la reconnaître, elle a un petit peu évolué, on est toujours dans cette exploitation graphique. En revanche, dans la pratique, ce qu'on constate, c'est qu'avec les tendances mercatiques, l'aspect visuel de la marque peut, de façon significative, évoluer. À tel point qu'à un moment, la marque déposée et la marque exploitée n'ont plus rien à voir. La question que je vous pose, exploitez-vous votre marque de la même manière que vous l'avez déposée? À vous d'y répondre.
Après l'exploitation graphique, nous avons l'exploitation commerciale. Alors, dans l'acquisition, on avait la dimension de la protection commerciale. Même si c'est intimement lié, on va quand même se poser un focus sur l'exploitation commerciale. Alors, bien que nous avons des législations peut-être différentes par rapport au pays où vous êtes, mais le principe, c'est que la marque, c'est un monopole d'exploitation. On a un monopole sur le signe par rapport aux produits et services qui sont enregistrés. Et ce monopole, il perd sa raison d'être si la marque n'est plus exploitée. Elle devient encombrante, elle devient bloquante sur le registre, et quels que soient les pays, nous avons des dispositifs pour un moment, soit à l'initiative d'un tiers, soit à l'initiative d'ailleurs des offices, de neutraliser le droit pour défaut d'usage. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en France, par exemple, au bout de 5 ans après son enregistrement, vous pouvez être invité à justifier de l'exploitation de votre marque pour les produits et services visés à son enregistrement. Et à défaut de justifier d'une telle exploitation, vous pouvez perdre vos droits sur la marque pour ces produits ou services qui n'ont pas été exploités. Donc là, la question stratégique qu'on doit se poser, c'est est-ce que aujourd'hui, j'exploite ma marque sérieusement, correctement, pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée? À vous d'y répondre. Oui, totalement, je reste à 10. Plus ou moins, mais peut-être pour le cœur d'exploitation de ma marque, je reste peut-être dans une notation un peu plus élevée. Pas vraiment, pas du tout. Et là, vous savez vers quelle notation vous dirigez. Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Alors après l'exploitation commerciale, il y a une exploitation qu'on oublie un peu. Il y a une exploitation qui est un peu éludée, on le voit en pratique. C'est l'exploitation que nous avons appelée contractuelle. Bah oui, la marque, elle peut faire l'objet de contrats. Elle peut faire l'objet alors de contrats. On va voir, tant mieux si elle a fait l'objet de contrats. Mais elle peut faire surtout l'objet d'une exploitation indirecte ou d'une transmission de droits. Et là, se pose la question du contrat. On parle de licence. Vous savez que les licences aujourd'hui, c'est-à-dire autoriser quelqu'un à exploiter votre marque, ces licences, elles peuvent être implicites, je dirais verbales. Elles n'ont pas besoin d'être formalisées par écrit. Je dirais d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal. Au regard, je dis bien là, de la législation qui me concerne en France. Mais il est évident que lorsque vous donnez une autorisation qui n'est pas formalisée, c'est compliqué de savoir où commencent les obligations du licencié, par exemple, pour une licence, et où elles s'arrêtent. Donc, vous avez tout intérêt à contractualiser vos accords. On parlait de licence, on peut parler également de cession, c'est-à-dire de transmission. Vous vendez, vous transmettez votre marque. Quelquefois, c'est même une transmission dans le cas de sociétés qui sont liées. Par exemple, vous la transmettez à votre holding, société holding. Est-ce que vous avez établi ce transfert par écrit? Puisque, en France, la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité. Donc, je vous laisse réfléchir à cette exploitation contractuelle. Est-ce que vous avez établi les contrats nécessaires pour formaliser des exploitations de votre marque si cette marque a fait l'objet, allez, on va dire de location pour un tiers ou de transmission qui pourrait être une transmission entre vous et vous? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir à cela et y répondre. On est donc dans l'exploitation contractuelle. Est-ce que vos contrats sont à jour? On peut se poser cette question aussi. Après l'exploitation contractuelle, bon, on a vu l'acquisition des droits, on a vu l'exploitation de nos droits. Ça peut attirer la convoitise des autres, surtout si ça fonctionne bien. Donc, on passe à la défense de nos droits. Comme je dis, la marque, elle est précieuse et l'importance que vous lui donnez, c'est souvent aussi l'importance que vous mettez dans la défense de vos droits.
Alors, pour défendre vos droits, il faut identifier les atteintes. Et les atteintes, on peut pas, quand on les identifie, c'est souvent lorsqu'il y a déjà un préjudice ou une nuisance commerciale. Pour éviter cette nuisance commerciale, pour anticiper cette nuisance commerciale, il y a des dispositifs, on peut parler de systèmes d'alarme, et parmi ces systèmes d'alarme, il y a la surveillance de votre marque. La surveillance de votre marque, la première chose qu'on pense quand on parle de surveillance de la marque, c'est au regard des nouveaux dépôts, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir aussi des projets de déposer, d'exploiter une marque. Et là, nous, notre intérêt, c'est de s'assurer que ces projets, que ces dépôts, que ces enregistrements ne viennent pas porter atteinte, brouiller le message que notre marque porte. Pour cela, il y a des dispositifs de surveillance. Alors, ça peut être de manière totalement empirique. Vous pouvez vous-même utiliser les bases de données, taper le nom pour voir s'il y a des noms qui sont identiques. Ça va être un peu limité si c'est empirique, mais vous pouvez toujours les utiliser. De taper si quelqu'un dépose la même marque que vous, par exemple. Ou regarder sur Internet, utiliser des mots-clés pour savoir aussi s'il y a des opérateurs qui utilisent des noms similaires ou identiques aux vôtres qui prêteraient confusion. Ou, et généralement c'est ce qu'on vous conseille, c'est de confier ça à des sociétés, à des cabinets de conseil, et notamment les cabinets de conseil en propriété industrielle, c'est leur cœur de métier, de surveiller votre marque et de vous avertir s'ils détectent des dépôts qui sont de nature à porter atteinte à vos droits. On a également des offices qui peuvent proposer ce type de surveillance. L'idée principale, c'est il convient de surveiller vos droits, puisque la marque est importante pour vous, mais peut être aussi importante pour vos concurrents. Donc, je vous laisse, là encore, répondre sur votre grille d'auto-évaluation où vous vous situez par rapport à la surveillance de votre marque. L'avez-vous délaissée? La surveillez-vous de façon épisodique ou simplement sur le marché? Ou avez-vous mis en place un réel système d'alarme en cas d'intrusion par rapport à la sphère de vos droits? Je vous laisse encore quelques instants pour y répondre sur votre grille. Qui dit surveillance? Surveiller, c'est bien parce qu'on va détecter. Mais quand vous avez détecté une atteinte, quelle est l'action que vous entreprenez? Alors, les actions, on a une graduation dans les actions. Les actions, ça peut être des actions qu'on dénomme, avec notre jargon, pré-contentieux. Ça veut dire avant le contentieux. Ça veut dire même pour éviter le contentieux. Alors, c'est souvent sous forme de lettres, de courriels, que ça soit par votre entreprise ou par votre conseil. On appelle ça des lettres de mise en demeure, des lettres de réclamation. On réclame la cessation d'atteinte et le retrait notamment du dépôt si c'est un dépôt. Ça peut être également des actions administratives. Alors, on parle, dans le jargon du droit des marques, souvent des procédures d'opposition. Je m'oppose sur le fondement de ma marque à l'enregistrement d'une demande d'enregistrement d'une autre marque et je demande à l'office de statuer sur l'atteinte, le risque de confusion entre la demande détectée et ma marque antérieure. On parle donc d'opposition, on peut parler aussi d'action en nullité, c'est-à-dire que la marque a été enregistrée, vous l'avez pas vue, mais maintenant que vous l'avez vue, vous souhaitez, et vous avez essayé, évidemment les actions pré-contentieuses, ça veut dire de vous entendre avec le titulaire de la marque seconde, celui-là s'obstine, c'est souvent le cas, c'est pour ça qu'il faut agir généralement dans le cadre des actions pré-contentieuses, détecter la marque, et donc s'obstine à garder sa marque, et là, vous sollicitez la nullité d'enregistrement. Donc là, on est dans les actions administratives, simples, peu coûteuses, et qui sont, assez rapides. Mais malheureusement, quelquefois, ça ne suffit pas. Et là, lorsqu'on a un vrai préjudice, on est contraint de saisir l'ordre judiciaire. Saisir l'ordre judiciaire pour avoir la cessation des actes qui portent atteinte à vos droits. Et généralement, là, on demande, parce que c'est la seule voie où on peut le demander, l'indemnisation du préjudice que vous avez subi, sous réserve évidemment de le justifier. Donc,
Là aussi, ma question est très simple. Dans le cas de ces actions, par rapport à la défense et à la surveillance de la marque, vous en pensez quoi de vos actions sur une échelle de 1 à 10? Vous vous situez où? Je vous laisse y répondre. Donc là, on a vu la surveillance de la marque. Vous avez vu, vous êtes auto-évalué sur comment je la surveille, comment je la défends. Est-ce que je la défends? Et maintenant, quand je la défends, quand je la surveille et quand je la défends, généralement, on va tenter, c'est la première démarche, et il faut pas se mentir, souvent, on arrive à des règlements transactionnels, on arrive à s'entendre, les gens sont pas, ou les personnes qui portent atteinte à votre marque, et je parlais souvent de contrefaçon involontaire, il y a souvent pas une réelle volonté de copier la marque d'autrui en déposant une nouvelle marque. Donc, on arrive à des règlements transactionnels. Les règlements transactionnels, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a réglé un différend et qu'on l'a réglé généralement, et ce règlement a fait l'objet d'un écrit. On parle d'engagements unilatéraux, on parle d'accords de coexistence, on parle de règlements transactionnels en disant vous retirez et je ne porterai pas cette affaire devant les tribunaux. Tous ces règlements-là doivent être constatés par écrit. Pourquoi? De façon très simple. À partir du moment où les paroles s'envolent et les écrits restent, comment pouvoir aller rechercher la responsabilité de celui qui avait porté atteinte à mes droits et qui a soi-disant retiré, soi-disant arrêté, qu'il n'a pas arrêté? Donc là, il est impératif de régler, de disposer d'écrits pour pouvoir justifier d'abord de vos actions, ça c'est la première chose, et surtout après, de la responsabilité qu'incombe la partie adverse à respecter ses engagements. Là aussi, ma question, sur une échelle de 1 à 10, vous vous situez où par rapport au règlement transactionnel? Moi, je vois souvent, un aparté, des personnes me disent non, ça s'est réglé. Ah oui? Ça s'est réglé comment? Ah, il a retiré sa marque. Ça, c'est bien. Donc, il a fait un retrait. Et il s'est engagé à plus utiliser? Non, il a dit que ça suffisait. Ah non, ça suffit pas. Le retrait n'est pas un engagement de ne pas l'utiliser. C'est simplement un retrait de la marque, de la demande de marque auprès du registre. Ça n'engage à rien. Donc, vous voyez pourquoi les règlements transactionnels ont toute leur utilité. Donc, sur une échelle de 1 à 10, je me répète un peu, je radote, vous vous situez où par rapport aux règlements transactionnels? À vous de vous auto-évaluer. Maintenant, je vous propose de regarder la perte des droits. Alors, c'est le dernier bloc, les 2 derniers rayons, mais ce ne sont pas des moindres, puisqu'on parle de perte de droits. Alors, il y a quelque chose qui relève de l'évidence, mais l'évidence aussi, au regard de notre pratique, c'est d'avoir souvent des opérateurs, des titulaires de droits qui nous appellent en disant « Écoutez, j'ai oublié de renouveler ma marque. » Si ça arrivait qu'une fois, on se dirait « Bon, c'est anecdotique. » Non, ça arrive de façon très fréquente et bien trop de marques, trop de titulaires oublient de renouveler leur marque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut surveiller les échéances de renouvellement. Mais il faut avoir un dispositif suffisamment efficace, suffisamment sûr pour s'assurer de ne pas manquer une échéance. Alors, ce dispositif, ça peut être en interne. Ce dispositif, ça peut être en confiant la gestion de votre portefeuille à un cabinet de conseil en propriété industrielle. Clairement, on va se poser la question. De 1 à 10, comment vous auto-évaluez sur la sécurisation de la surveillance des échéances de vos marques, ou de votre marque, puisqu'on en a pour l'instant qu'une, mais on peut parler de l'ensemble d'un portefeuille si vous avez plusieurs marques. Vous en êtes où? Vous avez une confiance totale, avec un 10, modéré, ou vous avez pris un rappel, mais un rappel qui peut lui aussi être oublié? Je vous laisse également vous auto-évaluer sur cet aspect qui est essentiel
est souvent occulté par certains titulaires de marque. La marque ne vit pas toute seule, il faut s'en occuper. Je vous laisse procéder à votre notation. Alors, nous allons voir maintenant le dernier rayon, et pas des moindres non plus. L'usage. L'usage, là je vais parler au niveau français et au niveau européen, mais dans tous les pays c'est quand même très important l'usage, on l'a vu, c'est un monopole d'exploitation. Généralement, il y a quand même une nécessité de rapporter l'usage de sa marque. Mais en France, c'est devenu un point névralgique. L'usage peut être requis, vous pouvez être appelé à justifier de votre usage, après 5 ans après l'enregistrement de votre marque, dans bon nombre d'actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'avez pas organisé un système pour recueillir et conserver vos preuves d'usage, vous pouvez être réellement bloqué dans la défense de vos droits. Donc aujourd'hui, il est impératif de se constituer on pourrait dire un journal d'exploitation de votre marque. Et attention, quelquefois on peut vous demander des preuves d'usage non pas de l'année dernière, non pas de l'année d'avant, mais d'une période beaucoup plus éloignée. Vous comprenez donc que quelquefois, on peut se dire, oui, j'ai des preuves d'usage pour les 3-4 dernières années. Ah mais non, mais vous savez, il y a 8 ans, tout ça est archivé, on n'a plus rien. Et ça peut être aussi catastrophique au niveau des procédures, notamment des procédures en contrefaçon. Donc, vous vous situez où dans cette dynamique de recueil et de conservation des preuves d'usage? Je n'ai pas de dossier d'usage, je n'en ai pas conservé, mais je pense pouvoir en recueillir, avec le problème de si ces preuves remontent à pas mal d'années, ou en revanche, non, je suis très carré, j'ai un dossier d'usage avec chaque année, j'ai rempli à chaque fois des dossiers, et s'il y a un problème, je serai vraiment très confortable à justifier l'usage de ma marque. À vous de vous auto-évaluer entre 1 et 10. Alors là, nous avons fait le tour, et je félicite, vous voyez, d'une façon avec en quelques dizaines de minutes, en une demi-heure, on a fait le tour de l'ensemble des éléments essentiels en matière de marque. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bon, c'est déjà marqué. C'est connecter les points pour former les points, pour former ensemble votre roue. Donc, on va avoir une figure géométrique. Celle-ci n'est qu'une figure test, d'ailleurs, qui représente la situation visuelle. Visuellement, vous voyez où vous en êtes. Voilà, votre roue, aujourd'hui, allez, connectez les points, et vous avez le schéma, votre schéma, par rapport à ce que nous avons vu, mais par rapport à votre évaluation. On se raconte les choses, on se dit les choses vraies, où vous en êtes au niveau de votre marque aujourd'hui. Ça, c'est la situation actuelle, qui est déjà un grand pas, puisqu'on a le pouvoir, entre guillemets, du focus attentionnel. On a concentré toute notre attention en 30 minutes sur tous les paramètres de notre marque. Et maintenant, on sait où on en est. Alors, puisque vous savez maintenant où vous en êtes, on va passer à la deuxième phase de la roue de la marque. Et cette phase-là, c'est de se dire, il existe un moyen simple de reprendre, de s'organiser, de reprendre le contrôle sur la situation juridique de cette marque qui avait été délaissée. Le moyen, il est simple, c'est se poser, on l'a vu, les bonnes questions, au bon moment et dans le bon ordre. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Alors, la première question qu'il convient de se poser, qu'il convient de vous poser, mais de vous poser à vous, c'est: êtes-vous satisfait ou satisfaite de votre marque? Et là, je vous invite à réfléchir un instant. Qu'est-ce que vous en pensez de cette roue? Que diriez-vous à vous-même si vous posiez cette question?
Est-ce que je suis réellement satisfait de ma roue? À quoi ressemblerait un résultat idéal de votre roue? Songez-y. Alors, vous pouvez noter quelques mots par rapport à ça sur votre bloc-notes. Oui, pas non, moyennement, voilà. Simplement, c'est spontané, c'est un ressenti. On travaille sur votre ressenti. La deuxième question. Avez-vous consciemment ou non négligé certains aspects de votre marque? On est toujours dans une discussion entre nous et nous. En toute franchise. Certains aspects ont été négligés ou non? De quoi prenez-vous conscience par rapport à cette roue? Et c'est le terme conscience qui est vraiment important. Alors maintenant qu'on a pris conscience de certains paramètres, parce qu'on s'est dit les choses telles qu'elles sont, mais pas pire, quelles sont les actions que vous devez mettre en place par rapport à ce dont vous avez pris conscience? Alors, on est dans un brainstorming. Action A, action B, action C, action D. Allez, toutes les actions. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai vu les paramètres au niveau de la protection, au niveau d'exploitation, au niveau de la défense, au niveau de la perte des droits. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, on est dans un brainstorming. On est simplement, on met sur le papier tout ce qui nous vient à l'esprit. Évidemment, vous pourrez relire votre note et après peaufiner cette réflexion qui est là, qui dure pour les besoins de cette masterclass que 45 secondes. On pourrait prendre 5 minutes à chaque fois. Maintenant qu'on a fait ce brainstorming, maintenant qu'on a mis toute cette liste d'actions, ok, parmi ces actions, lesquelles sont prioritaires? Lesquelles sont prioritaires? Qu'est-ce que je dois mettre en place tout de suite? Quel est le premier pas, la première action, la première étape qui ne doit pas attendre, qui ne peut pas attendre? C'est laquelle? Ou lesquelles d'ailleurs? C'est quoi le plus important pour votre marque? Qu'est-ce que vous devez faire tout de suite? Maintenant que vous avez hiérarchisé, choisi les actions, et vous pourrez revenir dessus, comme je le disais, on va voir les ressources. De quoi avez-vous besoin pour engager ces actions? Vous avez besoin de quoi? Sur quoi pouvez-vous compter pour engager ces actions? Quelles ressources vous aideraient à engager ces actions? Telle est la question. Alors vous notez, c'est vous, c'est en interne, c'est en externe, un conseil? Qui aura la responsabilité? Et là, je dévoile déjà la question suivante. Qui va engager ces actions? Qui va les mettre en œuvre? Qui pourrait vous aider? Parmi votre entourage, parmi vos ressources internes, parmi votre réseau, parmi vos conseils, qui va mettre en œuvre ces actions? Il est important de déterminer la personne à qui incombe la responsabilité de ces actions, au-delà du titulaire de la marque que vous êtes. Alors ça peut être plusieurs personnes, ça peut être une chaîne de personnes. Eh bien, il va bien falloir qu'une personne prenne la responsabilité de mettre en œuvre ces actions. Cette personne, c'est qui? Alors, on a l'habitude de se dire que tant qu'il n'y a pas de date, on est dans les vœux, dans les intentions, et généralement avec des procrastinations. Donc, ce qui est hyper important,
c'est de se dire, OK, je dois engager ces actions, j'ai des ressources, etc. La personne, je la connais. Bon, quand est-ce que vous allez engager ces actions? Quand exactement vous allez commencer? Une date? Une heure? Juste après cette masterclass? Demain? Mais à noter? Dans une semaine? Et puis ma question subsidiaire, combien de temps vous faudra-t-il pour réaliser ces actions? À partir du moment où vous allez mettre une date, vous allez donner vie à votre plan d'action. Alors cette vie, elle va courir à compter de quand? Et puis, après la temporalité qui est très importante, il va falloir avoir des indicateurs de succès, de réussite, d'atteinte de vos objectifs. Comment saurez-vous que ces actions ont atteint leur objectif? De quoi avez-vous besoin pour vous assurer que ces actions ont bien atteint leur objectif? Quels sont vos indicateurs de réussite, d'atteinte d'objectifs? On ne peut progresser que sur l'on ne peut mesurer. On le sait. Qui ne progresse pas régresse. Je progresse, mais comment je vais savoir que je progresse? Comment je vais savoir que ma situation par rapport à ma marque s'est améliorée? Quels sont ces indicateurs? À vous de vous le dire. Et puis, toujours cette question, parce qu'il faut quand même se la poser. On est honnête envers nous-mêmes. Si aucune action n'était mise en œuvre, quelles seraient les conséquences? Si vous ne faites rien concrètement, que se passera-t-il? On l'a vu, on a regardé sur l'acquisition, l'exploitation et la défense et la perte. Par rapport aux défaillances que vous avez pu peut-être, au point d'amélioration que vous avez identifié, si vous ne faites rien, que se passera-t-il? Quels sont les risques auxquels vous exposez votre marque si vous ne faites rien? On se pose les vraies questions. Mettez des mots, comme nous avons 45 secondes, c'est plutôt des mots que des phrases. Alors, on aime bien, c'est important pour vous aussi de dire, OK, par rapport à tout ça, par rapport aux actions, pouvez-vous reformuler clairement ce à quoi vous engagez? Ce à quoi vous engagez, vous, envers vous-même. En quelques mots, je m'engage à faire ceci, dans un temps cela, ces actions pourront être vérifiées par ça. Comment pouvez-vous reformuler clairement ce à quoi vous engagez? C'est important pour soi. Et puis, on parlait de l'engagement. La question qui me taraude et qui est importante aussi à vous poser, vous, envers vous. OK, quel est votre niveau d'engagement dans ces actions sur une échelle de 1 à 10? Je suis hyper engagé, je vais le faire tout de suite. Et je suis à 10, je suis à 8, je le ferai à 5. Oui, c'est important. Oui, peut-être. Et vous en êtes où, concrètement? Et une deuxième question que vous pouvez vous poser, que pourriez-vous faire pour atteindre le chiffre 10? Que pourriez-vous faire pour atteindre le chiffre 10? Donc là, on peut faire le bilan. Alors le bilan, c'est quoi? C'est-à-dire que quand, par rapport au cheminement, il y a eu un autodiagnostic, on a vu comment ça se passait, on a vu les difficultés, on a vu les points d'amélioration, on a vu les actions, on les a hiérarchisées, on a fait un plan d'action. Donc, je vous invite évidemment à accomplir ces actions, et une fois que vous les avez accomplies, que se passe-t-il? La progression, c'est une démarche constante. Donc, vous pouvez, je vous invite à refaire cette roue et à la superposer à la première. Ces actions, lorsque vous les avez entreprises,
vous pouvez tout à fait refaire la roue et avoir avec ça la possibilité de regarder qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui pourrait être amélioré et qu'est-ce qu'on pourrait, mettre en place et refaire. Donc la roue, en fait, c'est une roue vertueuse qui vous permet de vous améliorer, de vous auto-améliorer tout le temps. Donc ça, c'est cette roue-là. Et l'avantage, c'est de se dire aujourd'hui, bon, qu'est-ce que vous avez appris? Parce que la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que vous avez appris par rapport à vous et à votre marque aujourd'hui? Quel enseignement pouvez-vous tirer de la roue d'Amarque? De quoi êtes-vous le plus satisfait, ou la plus satisfaite d'ailleurs? Je vous invite à l'écrire. J'ai réalisé que je suis satisfaite de. Déjà, moi, je vous félicite parce que vous avez pris le temps de vous consacrer de vous consacrer simplement à votre marque, de prendre du temps par rapport à votre marque et d'y apporter des améliorations. Donc, je vous félicite réellement par rapport à cela. Après, comme nous sommes ensemble, pour finir, parce qu'il nous reste encore quelques minutes, comme nous sommes ensemble, je voulais vous faire part d'un module que nous mettons en place également, puisque nous sommes entre personnes qui souhaitons atteindre un niveau supérieur et que nous comprenons que c'est la progression, le focus et l'attention qui nous permet d'élever, entre guillemets, la performance de notre activité et notamment à travers la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, on constate par rapport à cette situation économique qui est incertaine, qui est changeante, qui est versatile, avec un univers géopolitique inédit, que bon nombre de dirigeants d'entreprises sont dans l'attentisme, attendent en fait des jours meilleurs, et ça se matérialise au niveau de la propriété intellectuelle, et c'est ça qui nous a inquiétés, par le fait de dire « je ne renouvelle pas les marques, je ne renouvelle plus ma marque, je ne surveille plus ma marque, je ne défends plus ma marque, et donc je reste dans cette dévalorisation en fait de mon patrimoine immatériel, à tel point que lorsqu'il y aura un rebond, on se retrouvera dans une situation assez compliquée, où on se retrouvera, ces chefs d'entreprise-là se retrouveront dans une situation très compliquée, très affaiblie au niveau de la concurrence. Donc, à la demande de ces chefs d'entreprise, et en ayant discuté avec mon équipe, en disant mais comment on peut les aider? Nous avons conçu, et c'est ce que je vous présente en avant-première, nous avons conçu un outil également dans la même philosophie que celui de la roue d'Amarque, qui est la pyramide de la marque. Vous me direz qu'on est beaucoup dans les formes géométriques. Mais la pyramide, pourquoi? Parce qu'il y a des degrés d'importance. La pyramide de la marque, ça va être un outil qui va permettre, c'est l'agilité en fait budgétaire au service de votre marque, concrètement. Donc nous allons avoir un dispositif et un cheminement qui va vous permettre de faire un 360 sur la marque, entre guillemets, et surtout sur les postes budgétaires, pour vous permettre de piloter votre marque de façon agile et surtout de garder l'essentiel. Certes, de trouver des optimisations possibles, mais de ne pas perdre en efficacité au niveau concurrentiel. Et donc, je me ferai un plaisir de vous adresser des éléments d'information sur cette roue-là, sur cette pyramide, plus que roue, très prochainement. N'hésitez pas non plus si vous êtes intéressé par les niveaux 2 et 3 de la roue de la marque, puisque là, évidemment, nous sommes grand public et nous avons le premier niveau, qui est une mise en bouche, entre guillemets, de la marque, et que nous avons évidemment amélioré tant le nombre de rayons de la marque que, en même temps, le cheminement, le plan d'action que dans les niveaux 2 et 3, ces niveaux sont très importants et vous permettent de tirer profit et de maximiser la performance juridique de votre marque. Ce sont les niveaux 2 et 3 et nous les faisons soit en one-to-one, c'est-à-dire avec les entreprises, soit quelquefois pour un groupe réellement avec ce niveau d'expertise-là. Nous le faisons également dans le cadre de coaching d'équipe et de coaching, je dirais, avec des groupes privés. Donc, la pyramide de la marque, vous l'avez ici. Donc, c'est l'élément
que nous mettrons en place et nous allons faire un webinaire de premier niveau dessus pour aider les chefs d'entreprise à sortir de cet attentisme et à pouvoir ne pas regretter, ne pas être, je dirais, dans une situation catastrophique par rapport à une reprise économique. Donc voilà, cet atelier, il se termine. Je me ferai un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas également à relayer cet atelier, vous aurez une rediffusion, à participer également, à échanger. Les feedbacks sont ce qu'il y a de plus enrichissant. C'est bien cet échange que nous avons entre personnes impliquées dans la gestion des droits de propriété intellectuelle, vous par rapport à vos droits, nous par rapport à nos accompagnements. C'est ça qui amène tout le monde vers le haut. Je vous remercie encore pour votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous félicite pour ce temps que vous avez pris pour vous, pour votre marque, à l'améliorer. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.